Tu ne sers à rien, maman. Tu es toujours dans les pattes de tout le monde. C'est ce que mon fils a dit, à voix haute, devant 12 personnes assises dans le salon de la maison que j'ai moi-même aidé à meubler. Céline, ma belle-fille, a détourné le regard et a fait semblant de regarder son téléphone. Son beau-frère, qui était de l'autre côté de la table, est resté silencieux en regardant le sol. Le salon entier s'est arrêté. Ce silence lourd qui fait plus mal que n'importe quel mot. Julien a tourné le dos, a rigolé avec quelqu'un et a continué son chemin, comme s'il n'avait rien dit. Je suis restée figée. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas répondu. J'ai baissé la tête, j'ai regardé le torchon que je tenais encore à la main, ce torchon rayé que j'avais lavé ce matin-là, et je suis allée m'asseoir dans un coin tranquille de la cuisine. Vous savez, quand on reçoit un coup et que le corps ne l'a pas encore senti, c'est exactement ça. Vous êtes debout, mais quelque chose s'est déjà effondré à l'intérieur de vous. J'avais vendu ma bonne machine à coudre, celle que j'utilisais pour travailler, pour payer les études de Julien. J'ai travaillé plus de 10 ans en cousant sur une machine empruntée pour ne rien demander à personne et pour qu'il ne manque de rien. Et là, à l'anniversaire de mon petit-fils, le fils que j'ai élevé seul m'a traité d'inutile devant tout le monde. Mais ce qu'il ne savait pas, ce que personne dans ce salon ne savait, c'est que quelques minutes avant que j'entre dans cette cuisine, mon téléphone avait sonné. Et cet appel allait tout changer. Attendez un peu, vous n'avez pas encore entendu le pire. Je m'appelle Chantal. J'ai 67 ans. J'ai été couturière toute ma vie. J'ai perdu mon mari quand Julien avait 11 ans. Je n'avais pas de pension, pas d'héritage, personne pour me soutenir. Il n'y avait que moi, ma machine à coudre et une pile de tissus sur la table du salon. J'ai appris à me coucher tard et à me lever tôt. J'ai appris à retenir mes larmes devant mon fils pour qu'il ne désespère pas. J'ai appris que les factures du mois n'attendaient pas après les sentiments. Quand Julien a eu 18 ans, il a dit qu'il voulait faire des études. Ingénierie. Je n'ai pas hésité une seconde. J'ai vendu ma bonne machine, celle que j'avais achetée avec 2 ans d'économie, et je l'ai inscrit en classe préparatoire. J'ai travaillé 5 ans sur une machine empruntée, en payant une location à l'heure pour qu'il ait son cursus complet, ses fournitures, le bus et parfois le déjeuner. À une époque où mon genou allait déjà mal, j'ai refusé l'opération parce que l'argent de l'intervention a servi à payer le semestre en retard de sa fac. J'ai fait des infiltrations et j'ai continué à coudre. La douleur était forte, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Quand il a obtenu son diplôme, j'ai vraiment pleuré pour la première fois depuis des années. De joie. Julien a trouvé un bon travail, il a épousé Céline, ils sont allés vivre dans un appartement. Et j'étais heureuse pour lui. Vraiment heureuse. Pendant un temps, les choses allèrent bien. Il appelait, venait me voir, m'emmenait déjeuner le dimanche. Céline était froide, mais je respectais ça. Chaque couple a sa façon d'être. Le premier signe est arrivé d'une façon que je n'ai presque pas remarquée. C'était un après-midi où il a débarqué à la maison sans prévenir, il est allé directement au tiroir de la cuisine, a pris les papiers de la maison et a dit qu'il allait les garder dans un endroit plus sûr. J'ai trouvé ça bizarre, mais il a parlé avec tellement de naturel que j'ai fini par le laisser faire. Je pensais qu'il était juste prudent. Ce n'était pas de la prudence. Mais je ne le savais pas encore. Je croyais encore que mon fils me protégeait. La première fois qu'il a haussé le ton contre moi dans ma propre maison, j'ai pensé que c'était le stress du travail. Il était venu me voir un vendredi soir. J'avais préparé du poulet rôti et des pommes de terre, le plat qu'il a toujours aimé. J'ai tout mis sur la table, je suis allée chercher le jus de fruits, et quand je suis revenue, il fixait son assiette avec un visage fermé. « Maman, je ne mange plus ça, je te l'ai déjà dit, on est au régime. » Je ne m'en étais pas souvenue. Je lui ai dit que j'avais oublié, je me suis excusée. Il a soupiré profondément, a repoussé l'assiette et a dit « Tu vis dans la lune, ça ne sert à rien de te parler. » Céline regardait son téléphone, elle n'a rien dit. Je suis allée dans la cuisine, j'ai ouvert le frigo, je suis restée figée quelques secondes à regarder dans le vide. Ensuite, j'ai fermé la porte et je suis retournée à table comme si de rien n'était. J'ai gardé ça pour moi et je n'en ai parlé à personne. Des semaines plus tard, il est revenu pour m'emmener à un déjeuner de famille. Pendant que je me préparais, je l'ai entendu dire à Céline dans le couloir « Elle met toujours un temps fou.
C'est comme ça, c'est vieux, ça devient comme ça. J'étais à 3 pas de la porte de la chambre. J'ai tout entendu. Je ne suis pas sortie en courant, je n'ai rien dit. J'ai fini de mettre mon rouge à lèvres, j'ai pris mon sac, et je suis sortie comme si je n'avais rien entendu. Mais j'avais entendu. Un dimanche, il a débarqué avec Céline et 2 collègues de travail. Je suis allée accueillir tout le monde au salon, enthousiaste, j'ai voulu servir un café avec un 4/4 que j'avais fait le matin. Quand je suis allée couper le gâteau devant tout le monde, Julien a dit « Maman, laisse ça, tu vas tout faire tomber ». Et il a pris le couteau de mes mains devant les invités. L'un des amis a changé de sujet. L'autre m'a regardé avec une expression que je n'arrive pas à oublier. C'était de la pitié. Et la pitié fait presque aussi mal qu'une insulte. Je me suis éloignée de la table, je suis allée m'asseoir dans le coin du canapé, et je suis restée silencieuse tout le reste de l'après-midi. Avec le temps, les visites ont changé de ton. Ils commençaient à me donner des ordres comme si je ne savais plus m'occuper de ma propre maison. « Maman, il faut changer cette fenêtre, tu ne vois pas ? C'est un bazar ici, il faut jeter des choses. » « Pourquoi tu gardes encore ce vieux meuble ?» C'était dit avec le ton qu'on emploie pour parler à un enfant. Lentement, fort, comme si je ne comprenais pas vite. Et quand j'essayais de répondre, il terminait à ma place. « Tu n'as pas besoin d'expliquer, fais juste ce que je te dis. » J'encaissais. Je gardais ça pour moi. Le pire, c'étaient les moments devant Céline. Elle ne m'a jamais rien dit directement. Mais son sourire, quand il me coupait au milieu d'une phrase, suffisait. Ça lui plaisait. Ou du moins, elle s'en fichait. Une après-midi, je racontais une histoire de quand Julien était petit à une cousine qui était venue nous rendre visite. Il m'a interrompu au beau milieu. « Maman, cette histoire, tu l'as déjà racontée une 50aine de fois. Plus personne n'en peut plus. » La cousine a regardé le sol, gênée. Je me suis arrêtée de parler. J'ai souri de l'extérieur. Et quelque chose en moi est devenu plus silencieux, plus fermé, plus froid. C'est à peu près à cette époque que j'ai commencé à remarquer certaines choses. Ce n'était pas une décision, ce n'était pas un plan. C'était un instinct. Le genre qu'on développe quand on a passé toute sa vie à devoir se débrouiller seul. J'ai commencé à faire plus attention quand il touchait à mes affaires. J'ai commencé à remarquer quel tiroir il ouvrait, quels papiers il prenait, ce qu'il disait au téléphone quand il pensait que je n'écoutais pas. Un après-midi, il est arrivé et il est allé directement dans ma chambre. Il a dit qu'il allait organiser mes documents. Il y est resté environ 20 minutes. Quand il est sorti, il a dit qu'il avait tout rangé dans un dossier. J'ai attendu qu'il parte, je suis allée dans la chambre et j'ai ouvert le dossier. Quelques documents importants avaient disparu. Pas tous. Seulement ceux qui portaient mon nom à côté de l'adresse de la maison. Je suis restée à regarder le dossier pendant un bon moment. Je ne l'ai pas appelé. Je n'ai rien demandé. Je suis allée à la commode. J'ai pris ce qu'il me restait, quelques vieilles factures, un courrier de l'étude notariale qui était arrivé des semaines plus tôt et que je n'avais même pas vraiment ouvert. Je me suis assise sur le lit et j'ai commencé à lire calmement. Je n'ai pas tout compris, mais j'en ai compris assez pour savoir que quelque chose clochait. J'ai plié ce courrier, je l'ai mis dans mon soutien-gorge et je l'ai laissé là pendant des jours. Pas parce que j'allais l'oublier, parce que je ne voulais pas qu'il disparaisse lui aussi. Je ne suis pas une femme à histoire. Je ne l'ai jamais été. Mais j'ai grandi en cousant et une couturière sait une chose. On ne voit pas le défaut sur le tissu quand on l'a entre les mains. Il faut s'éloigner, regarder de loin, chercher une bonne lumière. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis éloignée. J'ai observé. J'ai rassemblé les morceaux calmement, sans me presser, sans qu'ils ne s'aperçoivent de rien. De l'extérieur, je restais la mère silencieuse, obéissante, qui encaissait tout. De l'intérieur, j'avais déjà commencé à comprendre l'ampleur de ce qu'il était en train de faire. C'était un lundi matin, ordinaire, sans rien de différent. J'étais allée à la boulangerie du coin, j'avais acheté du pain, j'étais rentrée à la maison, j'avais mis l'eau à bouillir. J'ai pris le courrier qui était resté dans la boîte depuis la veille et j'ai ouvert les enveloppes une par une sur la table de la cuisine. Facture d'eau. Publicité pour une pharmacie. Une enveloppe blanche, sans expéditeur clair, avec un tampon bleu que j'ai dû plisser les yeux pour lire. Service de la publicité foncière. Je me suis arrêtée. J'ai ouvert lentement,
avec précaution, comme si le papier pouvait se briser. C'était une notification, de celles pleines de mots compliqués, de longs paragraphes, avec un langage qu'on n'apprend pas à l'école. Mais au milieu de tout ça, il y avait mon nom. Il y avait l'adresse de ma maison. Et il y avait le nom de Julien. Il y avait une expression que j'ai lue environ 4 fois sans la comprendre, puis que j'ai trop bien comprise. Transfert de propriété. Je suis restée assise. Le café a refroidi dans la tasse. Ma maison. La maison que j'avais achetée avec 22 ans de travail, que j'avais repeinte de mes mains 2 fois, pour laquelle je n'avais jamais eu un seul mois de retard de crédit, quelqu'un avait entamé une procédure pour la retirer de mon nom. Et ce quelqu'un, c'était mon fils. Je ne l'ai pas appelé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai appelé personne. J'ai plié la lettre, je l'ai mise avec le courrier que j'avais déjà gardé, et j'ai réfléchi. Je me suis souvenue de chaque fois qu'il avait pris des papiers ici, à la maison. De chaque « je vais les garder dans un endroit sûr, maman ». De chaque fois que j'ai signé quelque chose qu'il apportait à la hâte en disant que c'était un document de routine, une mise à jour de dossier, ces choses qu'on signe sans lire parce qu'on a confiance. J'ai eu confiance. Je me suis souvenue d'un après-midi, environ 6 mois plus tôt, où il avait débarqué avec une jeune femme que je ne connaissais pas. Il avait dit qu'elle venait de l'agence immobilière, qu'elle mettait à jour le registre des propriétés du quartier, que c'était une procédure normale de la mairie. La jeune femme était sympathique, elle a parlé vite, a mis un papier devant moi et m'a indiqué où je devais signer. Julien est resté à côté en souriant et a dit « Tu peux signer, maman, c'est juste de la bureaucratie. » J'ai signé. Ce jour-là, je n'ai rien pensé. J'ai fait confiance à mon fils. Maintenant, assise à cette table avec la lettre à la main, je voyais l'ampleur de ce qui s'était passé. Je suis allée dans la chambre. J'ai ouvert le tiroir du bas de l'armoire, celui que personne n'ouvre parce qu'il coince. Et j'ai commencé à sortir tout ce que j'avais encore gardé. De vieilles factures, des reçus de paiement du crédit, le contrat original de la maison avec mon nom et celui de mon mari, paix à son âme. J'ai tout mis sur le lit et j'ai commencé à trier calmement. Chaque papier que je trouvais, je le regardais, j'essayais de comprendre, je le mettais de côté. Ce qui était important, je le pliais et je le mettais dans une pile différente. Je n'avais pas tout. Il manquait des documents dont je savais qu'ils existaient. Mais ce que j'avais était suffisant pour prouver que cette maison avait toujours été à moi, que j'avais payé chaque mensualité, que je n'avais jamais rien transféré à personne de mon plein gré. Les jours suivants, j'ai continué ma routine normale. Quand Julien appelait, je répondais. Quand il venait me voir, je lui servais un café, je lui demandais comment allait le travail, je faisais semblant que le monde était le même qu'avant. Mais ce n'était plus le cas. Chaque chose qu'il disait, je l'écoutais d'une manière différente maintenant. Chaque commentaire sur la maison. « Maman, ce toit va avoir besoin d'être refait. »« Maman, as-tu déjà pensé à ce que ça va devenir ici dans quelques années ?» Je le recevais avec un poids nouveau. Il se préparait à s'emparer de cette maison, et il croyait que je ne savais rien. Il y a eu un soir où il est venu dîner, et au milieu de la conversation, il a lâché une phrase qui m'a glacé le sang. « Maman, as-tu déjà pensé à venir vivre avec nous? On pourrait régler cette situation avec la maison, vendre, et tu resterais dans notre appartement, bien soigné. » Je l'ai regardé. J'ai tenu ma tasse à 2 mains, et j'ai dit « Je vais y réfléchir. » Il a souri. Céline l'a regardé avec un sourire en coin. J'ai fini le dîner, j'ai débarrassé la table, j'ai fait la vaisselle, je leur ai dit au revoir à la porte, avec une bise sur la joue. J'ai fermé la porte. Je suis allée dans la chambre, je me suis assise sur le bord du lit, j'ai mis ma main sur ma poitrine et je suis restée là, silencieuse, pendant un moment. À cet instant, j'ai compris que mon fils n'essayait pas de me protéger. Il ne l'avait jamais fait. Il attendait juste que je cède. Il attendait que je me sente assez vieille, assez fatiguée, assez dépendante pour signer tout ce qu'il voudrait. Et plus j'encaissais en silence, plus il pensait que ça marchait. Mais là, ce soir-là, j'ai pris une décision. Je n'allais pas céder. Je n'allais pas partir. Je n'allais plus rien signer. Et j'allais découvrir, calmement et sans faire de bruit, l'étendue exacte de ce qu'il avait fait. L'anniversaire de mon petit-fils a été fixé un samedi après-midi. J'y suis allée.
Bien sûr que j'y suis allée. C'était Hugo qui fêtait ses 7 ans. Le garçon que j'avais vu naître, que j'avais appris à bercer de la bonne manière, parce que Céline ne savait pas et ne voulait pas apprendre. Je n'allais pas manquer ça. Je suis arrivée tôt, j'ai apporté un 4/4 que j'avais fait à la maison, je suis entrée par la porte d'entrée avec mon sac et mon sourire de grand-mère. La maison était pleine. Il y avait des voisins, des collègues de travail de Julien. Il y avait toute la famille de Céline, des enfants qui couraient partout. Une table bien garnie, des ballons colorés, ce bon bruit de fête qui remplit le cœur. J'ai salué tout le monde, j'ai fait un câlin à Hugo et je suis allée directement dans la cuisine pour aider. C'était ce que je faisais toujours. C'était ma place dans n'importe quelle fête de famille. J'ai pris un tablier, j'ai commencé à arranger les amuse-bouches sur le plateau, j'ai rangé ce qui traînait sur le plan de travail. La cuisine était un vrai bazar et j'ai commencé à y mettre de l'ordre à ma façon, sans demander la permission, parce que je n'en avais jamais eu besoin. C'est là que Julien est entré. Il m'a regardé, il a regardé la cuisine et il a fait une tête que je connaissais déjà. Ce visage fermé, de quelqu'un qui va dire quelque chose qui va faire mal. « Maman, qu'est-ce que tu fais là ?» Je lui ai dit que j'aidais. Aider. Il a répété le mot avec un ton qui n'était pas une question. C'était de la moquerie. Puis il s'est tourné vers le couloir, où des gens discutaient, et il a parlé fort. Assez fort pour que tout le monde entende. « Les gars, quelqu'un peut la sortir de là ? Elle est toujours dans le passage, elle touche à tout et elle dérange plus qu'elle n'aide. Tu ne sers à rien, maman. Inutile. Reste sans bouger, c'est mieux. » 12 personnes ont entendu. Je le sais parce que quand il a fini de parler, j'ai regardé vers le couloir et j'ai vu les visages. J'ai vu le beau-frère de Céline regarder le sol. J'ai vu leur voisine détourner les yeux. J'ai vu la sœur de Céline faire un petit rire nerveux et faire semblant de s'intéresser à autre chose. Et j'ai vu Céline. Elle était adossée à la porte du salon avec une coupe à la main. Elle n'a pas ri, elle n'a pas parlé. Elle m'a juste regardé avec une expression qui disait tout sans avoir besoin du moindre mot. Julien a croisé les bras. Il a attendu. J'ai enlevé mon tablier. Je l'ai plié sur le plan de travail. J'ai pris mon sac qui était sur une chaise dans le coin. Et je suis sortie de la cuisine lentement, sans courir, sans pleurer, sans rien dire. Je suis allée m'asseoir sur une chaise près de la fenêtre du salon. Une de ces chaises qui servent de décoration, sur lesquelles personne ne s'assoit parce qu'elles sont loin de la table. Je me suis assise là. Hugo est passé en courant, en criant avec ses copains, sans s'apercevoir de rien. Un enfant ne remarque pas ce genre de choses. Dieu merci. Je suis restée à regarder la cour par la fenêtre. Il y avait un châtaignier dehors que je me rappelais avoir vu quand ce n'était qu'une brindille. Maintenant, c'était un grand arbre, plein d'ombre. Je n'ai pas pleuré. Pas là. Je suis restée silencieuse, avec mon sac sur les genoux et mes mains croisées dessus, pendant que la fête continuait à côté de moi, comme si je n'existais pas. Et c'est exactement là, à ce moment précis, pendant que j'étais assise sur cette chaise décorative en me sentant invisible dans la fête de mon petit-fils, que mon téléphone a vibré dans mon sac. Je l'ai ouvert. C'était un numéro que je reconnaissais, mais j'ai mis une seconde à me rappeler de qui il s'agissait. Madame Monique, mon ancienne voisine, du temps où j'habitais dans l'autre rue. Ça faisait plus d'1 an qu'on ne s'était pas parlé. J'ai décroché. Sa voix était basse, un peu précipitée, comme quelqu'un qui a besoin de parler avant de perdre courage. « Chantal, il faut que je te dise quelque chose. Je vois ici un document avec ton nom, et il y a quelque chose qui cloche. Peux-tu passer à l'étude notariale lundi ?» J'ai serré le téléphone à 2 mains. De l'autre côté du salon, mon fils éclatait de rire avec les invités. Il n'a même pas regardé dans ma direction. Et moi, qui étais entrée dans cette fête en tant que grand-mère et qui étais sortie de la cuisine en tant que personne, à ce moment-là, je suis devenue autre chose. Je suis devenue quelqu'un qui savait ce qui l'attendait. Je suis partie de la fête avant le gâteau. J'ai pris mon sac, j'ai fait un câlin rapide à Hugo, j'ai dit que j'étais fatiguée. Il m'a demandé si j'allais rester pour chanter « Joyeux anniversaire ». Je lui ai dit que j'allais penser fort à lui depuis la maison. Il l'a accepté parce qu'un enfant accepte n'importe quoi quand il est heureux. Julien n'est pas venu me dire au revoir. Il ne m'a même pas regardé. J'ai pris le bus pour rentrer chez moi. Je me suis assise sur la banquette du fond, à regarder par la fenêtre, sans penser à rien de précis. J'ai juste laissé la ville défiler. Quand je suis entrée dans la maison,
J'ai fermé la porte, j'ai posé le sac sur la chaise de l'entrée, et là oui, seule, sans que personne ne me voie, je me suis laissée aller. Je suis allée dans la chambre, je me suis assise sur le bord du lit, et j'ai pleuré. Ce n'étaient pas de beaux pleurs, ce n'était pas discret. C'étaient de ces pleurs qui viennent des tripes, qui font mal à la poitrine, qu'on retient depuis si longtemps que quand ils sortent, on n'a plus de contrôle. J'ai pleuré pour l'humiliation dans la cuisine, j'ai pleuré pour le tablier plié sur le plan de travail, j'ai pleuré pour la chaise décorative où je suis allée m'asseoir comme si je n'avais pas ma place dans cette fête. J'ai pleuré pour le Julien que j'avais élevé, pour le petit garçon que j'avais bercé avec de la fièvre à 3 heures du matin, pour le jeune homme que j'ai vu prendre son diplôme à 2 mains pendant que j'applaudissais depuis la dernière rangée parce que c'était la seule place qui restait. J'ai pleuré pour moi, pour tout ce à quoi j'avais renoncé et qui maintenant semblait n'avoir servi à rien. Je suis restée comme ça pendant un moment. Je ne sais pas combien de temps, jusqu'à ce que la lumière de la chambre change, passant de l'après-midi au soir. Ensuite, les larmes ont séché. Et à leur place, quelque chose de différent est arrivé. Ce n'était pas de la colère, c'était de la lucidité. Je me suis levée, je suis allée dans la salle de bain, je me suis lavé le visage à l'eau froide, je me suis regardée dans le miroir pendant 1 seconde. Je ne me suis rien dit à moi-même, je n'en ai pas eu besoin. Je suis retournée dans la chambre, les genoux douloureux comme toujours, et j'ai ouvert le tiroir du bas de l'armoire. J'ai tout sorti. J'ai tout posé sur le lit et j'ai commencé à trier avec soin, lentement, un papier à la fois. Le contrat original de la maison était là, avec mon nom et celui de mon mari, avec la date, avec le montant, avec le tampon de la banque. 22 ans de mensualité et l'attestation de remboursement que j'avais gardée dans une pochette en plastique transparente parce que je savais que ce papier était important. Il y avait les anciens courriers de l'étude notariale, la notification qui était arrivée des semaines plus tôt, l'enveloppe que j'avais gardée dès que Julien était parti ce fameux après-midi. Il y avait les reçus que j'avais réussi à trouver des dernières fois où il m'avait demandé de signer quelque chose. Sur l'un d'eux, j'avais écrit la date au stylo dans la marge, par habitude, parce qu'une couturière note tout. Délai de livraison, date de paiement, date de commande. C'est automatique. Cette date notée au stylo allait être importante. Je ne savais pas encore à quel point. Je suis allée dans la cuisine, j'ai pris une boîte à chaussures vide que je gardais dans le placard et j'ai commencé à l'assembler. D'un côté, les documents qui prouvaient que la maison était à moi. De l'autre, les papiers qui avaient un lien avec ce que Julien avait fait. Au milieu, une feuille de cahier où j'ai commencé à écrire à la main, en gros caractères parce que mes yeux ne sont plus les mêmes, tout ce dont je me souvenais. Chaque visite suspecte, chaque papier qu'il a pris, le jour de la femme de la prétendue agence immobilière, la date que j'avais notée sur le reçu. J'ai tout écrit, avec l'heure, avec ce qu'il avait dit, avec les personnes présentes. Je n'étais pas avocate. Je ne comprenais rien aux lois. Mais je comprenais l'ordre, l'organisation, le fait de ne rien laisser au hasard. 67 ans m'avaient appris ça. Je suis restée éveillée tard cette nuit-là. J'ai relu chaque chose, en essayant de comprendre ce que j'avais et ce qu'il me manquait. La notification de l'étude parlait d'actes sous 5 privés et de procuration. Je ne savais pas exactement ce qu'était une procuration, mais je savais que c'était une sorte d'autorisation, et je n'avais jamais rien autorisé consciemment. Il y avait bien un papier que j'avais signé sans le lire. Je le savais. Et ça me pesait. Non pas par culpabilité, par colère. La colère d'avoir fait confiance quand je n'aurais pas dû. Mais la colère ne résout rien. Je savais ça aussi. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt. J'ai fait du café, j'ai mangé du pain, je me suis assise à la table avec la boîte à côté. J'ai appelé Madame Monique. Elle a répondu vite, comme si elle attendait. Nous avons parlé pendant une 20aine de minutes. Elle travaillait dans une étude notariale depuis près de 8 ans, dans un service qui s'occupait des registres fonciers. Elle avait vu mon nom dans une transaction qui ne semblait pas normale. Elle ne pouvait pas me donner de détails au téléphone, mais elle a dit qu'il fallait que j'y aille avec les documents que j'avais et qu'elle m'aiderait à comprendre ce qui se passait. Je lui ai demandé si c'était grave. Elle est restée silencieuse 1 seconde avant de répondre. « Chantal, tu es arrivée au bon moment, mais il faut faire vite. » J'ai raccroché le téléphone. Je suis restée à regarder la tasse de café. « Vite !» elle avait dit.
J'ai passé le reste de la journée à tout organiser de nouveau, cette fois avec plus de soin. J'ai séparé les documents par ordre chronologique. J'ai mis la feuille de cahier avec mes notes sur le dessus. J'ai fermé la boîte avec du ruban adhésif sur les côtés, comme si c'était un colis que je ne laisserais pas se perdre. J'ai rangé la boîte au fond de l'armoire, derrière une couverture pliée. Non pas parce que j'avais peur que Julien entre dans la maison, mais parce que j'ai appris que les choses importantes restent cachées jusqu'au bon moment pour apparaître. Ce soir-là, avant de dormir, j'ai pensé au visage de mon fils dans la cuisine à la fête, à sa voix me traitant d'inutile, aux personnes qui ont entendu et qui n'ont rien dit. Et j'ai pensé à tout ce que j'avais fait pour lui, pas pour me victimiser, pas pour réclamer mon dû, pour me souvenir de qui j'étais avant de me laisser rabaisser. J'étais la femme qui avait élevé un fils seul, qui avait payé une scolarité avec un genou en miettes, qui n'avait jamais demandé de l'aide à personne et qui n'avait jamais laissé une facture impayée. Cette femme-là n'allait pas laisser sa propre maison se faire prendre sans rien faire. Le lundi matin, j'irai à l'étude notariale, et cette fois, je ne signerai rien sans lire. Le lundi matin, je me suis réveillée avant le réveil. Je me suis habillée lentement, j'ai choisi un chemisier simple à boutons que je portais pour les occasions qui exigèrent du respect, j'ai mis un rouge à lèvres discret, j'ai pris la boîte à chaussures avec les documents, je l'ai mise dans un sac en tissu et je suis sortie de la maison. L'étude notariale se trouvait à 20 minutes en bus. J'ai fait le trajet assise, avec le sac sur les genoux, en regardant par la fenêtre sans rien voir. Madame Monique m'attendait à la réception. C'est une petite femme, aux cheveux courts et grisonnants, avec des lunettes de vue à monture rouge. Nous avions été voisines pendant près de 12 ans, avant que je ne change de rue. Une de ces voisines qu'on ne voit pas souvent, mais qui est là quand on a besoin. Elle m'a emmenée dans un petit bureau à l'arrière, a fermé la porte, et là, elle m'a tout raconté clairement. Julien avait entamé une procédure de transfert de la propriété en utilisant une procuration. Un document qui disait que je l'autorisais à agir en mon nom pour les questions liées à la maison, signé de mon nom, authentifié par un notaire. J'ai tout écouté sans interrompre. Quand elle a fini, j'ai demandé « Cette procuration est-elle vraie ?» Elle a ajusté ses lunettes et a dit « La signature a été authentifiée, mais l'authentification ne signifie pas que tu savais ce que tu signais. » Je me suis souvenu de la femme de la prétendue agence immobilière, du papier que Julien avait mis devant moi en disant que c'était de la bureaucratie. De ma signature en bas de page, rapide, de quelqu'un qui fait confiance. J'ai fermé les yeux pendant 1 seconde. J'ai signé sans savoir ce que c'était. Madame Monique a hoché la tête lentement. C'est ce que nous allons devoir prouver. C'est elle qui m'a conseillé Maître Bernard. Ce n'était pas un avocat célèbre. Il n'avait pas un bureau au mur de verre dans le centre-ville. Il avait un petit cabinet dans une rue tranquille, avec une plaque discrète sur la porte et une réceptionniste qui servait du café dans des tasses en porcelaine. J'y suis allée le jour même, dans l'après-midi. Madame Monique l'a appelé avant et il m'a reçu sans rendez-vous. Maître Bernard avait la 50aine, les cheveux commençant à grisonner sur les côtés, l'attitude calme de celui qui a déjà entendu beaucoup d'histoires difficiles et qui n'est plus effrayé par rien. Il m'a fait asseoir, m'a demandé de tout raconter depuis le début, et il m'a écouté sans me presser, en prenant juste des notes de temps en temps sur un petit bloc. Quand j'ai fini, il a ouvert le sac, a regardé chaque document avec calme, un par un. Il est resté silencieux pendant une dizaine de minutes à lire. Ensuite, il a levé la tête et a dit « Madame Chantal, ce qu'on vous a fait porte un nom. Ça s'appelle de l'escroquerie et du détournement de patrimoine. Et vous avez ici suffisamment de documents pour contester. » J'ai serré mes mains sur mes genoux. « Est-ce possible de récupérer ma maison ? » « Oui, mais nous devons agir avant que le transfert ne soit conclu. Il est encore temps, mais il ne nous en reste pas beaucoup. » Il m'a expliqué le plan avec des mots simples, sans jargon juridique, de la façon dont j'avais besoin de l'entendre. Premièrement, nous allions déposer un recours pour bloquer le transfert de la propriété. C'était urgent, et cela pouvait être fait en l'espace de quelques jours. Tant que l'affaire n'était pas jugée, personne ne pouvait toucher au registre de la maison. Deuxièmement, il allait demander l'annulation de la procuration. L'argument était clair. J'avais signé un document sans être informé de son véritable contenu. Il y avait eu tromperie et mauvaise foi.
Et la date que j'avais notée au stylo sur le reçu coïncidait avec la visite de la prétendue employée de l'agence immobilière. Ce n'était pas une preuve absolue, mais cela aidait à reconstituer la chronologie. Troisièmement, selon ce qui ressortirait de la procédure, l'affaire pourrait passer au pénal. J'ai écouté tout cela assise sur cette chaise en cuir usé, avec le sac de documents par terre à côté de mon pied, et j'ai pensé à Julien souriant dans la salle à manger en me disant « Tu peux signer, maman, c'est juste de la bureaucratie ». J'ai demandé à maître Bernard combien cela allait coûter. Il m'a annoncé un montant. Ce n'était pas donné, mais c'était faisable. J'avais une petite réserve à laquelle je n'avais jamais touché, gardée depuis des années pour les urgences. Je n'aurais jamais imaginé que l'urgence serait celle-là. Mais c'était le cas. Nous avons conclu l'accord sur le champ. Je lui ai versé un acompte, il m'a remis un reçu et m'a demandé de revenir mercredi avec tout organisé par ordre chronologique. Quand je suis sortie du cabinet, la rue était baignée de soleil. Ce soir-là, je me suis assise à la table de la cuisine avec la feuille de cahier et j'ai ajouté tout ce que j'avais appris ce jour-là. La procuration, le nom de la procédure, ce que maître Bernard avait dit sur les délais. Ensuite, j'ai fermé le cahier et j'ai pensé à la partie difficile. Ce n'était pas la procédure, ce n'était pas l'avocat. C'était ce que j'allais faire avec le reste de la famille. J'avais une belle-sœur, la sœur de mon défunt mari, qui avait toujours bien aimé Julien, mais qui n'avait jamais été du genre à se taire quand les choses n'allaient pas. Elle devait savoir. Pas pour faire des histoires, mais parce qu'elle était témoin de choses dont j'avais besoin que quelqu'un d'autre que moi se souvienne. J'allais l'appeler le lendemain. Et Julien, pour l'instant, ne saurait rien. Il continuerait à recevoir mon bonjour au téléphone, ma voix calme quand il appellerait, mon silence habituel. Laissons-le croire que je restais la même mère silencieuse qui encaissait tout. C'était mieux ainsi. Parce que quand l'heure viendrait, et elle allait venir, je voulais qu'il soit pris par surprise. De la même façon qu'il m'avait surprise dans cette cuisine, devant tout le monde, en me traitant d'inutile. Le mercredi est arrivé vite. La veille au soir, j'avais déjà tout séparé de nouveau. J'ai pris la boîte à chaussures, j'ai sorti chaque document, je les ai mis par ordre chronologique dans une chemise en plastique rigide que j'avais achetée à la papeterie du coin, bleue, avec un élastique, de celle qui ne se plie pas. J'ai écrit sur le devant avec un feutre noir, en gros caractères, « Document, maison », sans nom, sans explication, juste ça. J'ai mis la chemise dans le sac en tissu. Je l'ai laissée appuyer contre la chaise de la chambre, prête. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Pas par peur. C'était un mélange de choses que je ne saurais pas bien nommer. Une tension silencieuse, de celle qu'on ressent quand on sait que le lendemain quelque chose va changer pour de bon et qu'il n'y aura plus de retour en arrière. Je suis restée au lit à regarder le plafond pendant un bon moment. J'ai pensé au Julien petit garçon, à sa façon de courir et de m'appeler avant même d'entrer dans la maison. J'ai pensé au jour de la remise de son diplôme, dans la dernière rangée, en applaudissant à m'en faire mal aux mains. Je ne suis pas restée là-dessus trop longtemps. Ça ne servait à rien. Ce que je devais conserver, ce n'était pas la nostalgie, c'était la fermeté. Je me suis levée à 6 heures du matin. J'ai fait du café lentement, sans me presser, comme tous les jours. J'ai mangé du pain avec du beurre, assise en regardant par la fenêtre de la cuisine l'agitation qui commençait dehors. Le boulanger qui levait son rideau de fer, le chien du voisin qui aboyait une fois puis s'arrêtait, la lumière du soleil qui frappait le mur de la cour. Des choses simples, des choses que je pouvais perdre si je n'agissais pas. Cette maison était à moi. Chaque fissure sur ce mur avait une histoire. Chaque tache au plafond, je savais d'où elle venait. Je n'étais partie d'ici pour aller nulle part quand mon mari est mort, quand l'argent a disparu, quand mon genou a lâché. Je n'allais pas partir maintenant. Je me suis préparée avec soin. J'ai choisi un pantalon sombre, à nouveau le chemisier à boutons, la même paire de chaussures fermées que je portais quand j'avais besoin de paraître entière à l'extérieur, même si à l'intérieur j'avais le cœur dans la gorge. Je me suis regardée dans le miroir de la salle de bain pendant une seconde. Je n'étais pas belle d'une manière spéciale. J'étais soignée, j'étais ferme. C'était suffisant. J'ai mis mon rouge à lèvres. Le même, discret comme toujours. Je suis sortie de la maison à 8h30. Madame Monique avait convenu de me retrouver devant le cabinet de maître Bernard à 9h.
Elle avait demandé un jour de congé à l'étude pour m'accompagner. Quand elle me l'a dit au téléphone, je n'ai pas pu parler pendant quelques secondes. Je lui ai demandé pourquoi elle faisait tout ça pour moi. Elle a répondu « Parce que je te connais depuis 30 ans, Chantal, et parce que c'est mal. Aussi simple que ça. » J'y suis allée à pied jusqu'à l'arrêt de bus. La journée était dégagée, le ciel clair, ce froid du matin typique de Lyon et que j'ai toujours aimé. J'ai tenu le sac à 2 bras, contre ma poitrine, comme si c'était un enfant que je devais protéger. Dans le bus, je n'ai pas regardé mon téléphone. Je n'ai pas écouté de musique. Je suis restée assise, silencieuse, en répétant mentalement non pas ce que j'allais dire, mais comment j'allais être. Comment j'allais entrer dans ce bureau. Comment j'allais m'asseoir. Comment j'allais respirer quand le moment viendrait. Je ne voulais pas pleurer. Pas là. Pas devant les autres. Je voulais être exactement ce que Julien n'a jamais pensé que j'étais. Quelqu'un qui savait très bien ce qu'elle faisait. Le bus s'est arrêté. Je suis descendue. J'ai ajusté le sac sur mon épaule, j'ai redressé mon dos et j'ai marché jusqu'à la porte du cabinet. Madame Monique était déjà là, souriant légèrement avec ses lunettes à monture rouge. Elle m'a ouvert la porte. Et je suis entrée. Maître Bernard nous a reçus dans son bureau, avec les papiers déjà organisés sur le bureau. Il avait travaillé les jours précédents pour tout préparer. La requête pour bloquer le transfert avait déjà été déposée la veille et avait été acceptée. Le bien immobilier était, à ce moment-là, sous le coup d'un blocage judiciaire au registre foncier. Personne ne pouvait transférer, vendre ou modifier quoi que ce soit tant que la procédure était ouverte. Quand il m'a annoncé ça, j'ai fermé les yeux une demi-seconde. La maison était en sécurité. Pour l'instant. Mais ce n'était pas suffisant. J'avais besoin que la procuration soit annulée. J'avais besoin qu'il soit consigné que j'avais été trompée. Et selon ce que Maître Bernard trouverait, Julien pourrait avoir à répondre pénalement. Il m'a expliqué ce qui allait se passer ce jour-là. Nous avions une réunion de prévue à l'étude notariale où la procuration avait été enregistrée. Maître Bernard avait formellement demandé l'accès au dossier d'authentification de signature et la responsable de l'étude avait accepté de nous recevoir. C'était une procédure de contestation formelle avec procès verbal enregistré. Julien ne le savait pas. Personne ne l'avait encore prévenu de rien. C'était fait exprès. Maître Bernard a dit que lorsque la partie adverse ne sait pas qu'elle fait l'objet d'une enquête, elle n'a pas le temps de préparer une défense ou de faire disparaître des documents. J'étais d'accord sur tout. J'ai fait ce qu'il a dit. L'étude notariale se trouvait à 3 pâtés de maison de là. Nous y sommes allés à pied, tous les 3. Moi, Maître Bernard avec sa serviette, et Madame Monique qui connaissait la responsable depuis des années. Le soleil était déjà haut, le trottoir rempli de gens allant travailler, et j'ai marché entre eux deux comme si c'était une chose normale, comme si ce n'était pas le jour le plus important de ma vie de ces dernières années. La responsable de l'étude s'appelait Valérie. La quarantaine, les cheveux attachés, une allure professionnelle mais pas froide. Elle nous a reçus dans une salle de réunion avec une table en verre et des chaises rembourrées. Quand je suis entrée dans cette pièce, j'ai pris une grande inspiration et je me suis assise. Maître Bernard a ouvert sa serviette et est allé droit au but. Il a montré la procuration enregistrée à mon nom. Il a montré la date. Il a montré le document que j'avais signé ce jour-là où la prétendue employée de l'agence immobilière était venue chez moi avec Julien. Ensuite, il a montré ce qu'était réellement ce document. Ce n'était pas une mise à jour de dossier. C'était une procuration sous seing privé, donnant à Julien le pouvoir de transférer le bien enregistré à mon nom sans nécessiter ma présence. Valérie a lu attentivement. Elle s'est excusée, est sortie de la pièce quelques minutes et est revenue avec un autre document. Elle a confirmé que l'authentification de la signature avait été faite à cette date, par une employée qui ne travaillait plus à l'étude. Elle a dit que le processus d'authentification devait inclure la lecture du document à voix haute pour le signataire et qu'il y avait une déclaration dans ce registre attestant que cela avait été fait. Maître Bernard a demandé calmement « Madame Chantal, cette procédure a-t-elle été suivie avec vous ?» J'ai répondu « Personne n'a rien lu à voix haute. La jeune femme a mis le papier devant moi, a indiqué où je devais signer et elle est partie aussitôt après. » Valérie a pris des notes. Au stylo, sur le papier.
Ce moment a été silencieux. Mais il avait du poids. Maître Bernard a présenté la feuille de cahier avec mes notes et la date que j'avais écrite sur le reçu. Il a démontré que la visite avait eu lieu un après-midi de semaine où Julien ne travaillait pas, ce qu'il avait déjà vérifié en croisant les informations avec les registres de l'entreprise où Julien était employé. Prémédité. C'était le mot que Maître Bernard a utilisé. Prémédité. J'ai entendu ce mot et quelque chose en moi, qui voulait encore croire à une autre explication, a finalement cessé de lutter. Valérie a dit que l'étude allait ouvrir une enquête interne, que la procédure de transfert était officiellement suspendue, que la procuration ferait l'objet d'une contestation formelle, et que si le résultat de l'enquête interne confirmait une irrégularité dans l'authentification, l'étude assumerait la responsabilité solidaire et collaborerait à toute procédure judiciaire ultérieure. Ensuite, elle m'a regardé, non pas Maître Bernard, non pas Madame Monique, moi. Et elle a dit « Madame Chantal, je suis vraiment désolée que cela se soit produit. » Je l'ai remerciée. Je n'ai pas pleuré. De la réunion à l'étude notariale, nous sommes allés directement au commissariat. Maître Bernard avait déjà préparé le dépôt de plainte. Escroquerie et falsification de documents. Il m'a expliqué en chemin qu'enregistrer la plainte à ce moment-là était important non pas parce que ça allait faire emprisonner quelqu'un le lendemain, mais parce que ça créait un registre officiel avec une date, que ça ouvrait une procédure pénale en parallèle à la procédure civile, et que ça mettait Julien dans une position dont il serait beaucoup plus difficile de se sortir. Au commissariat, un officier de police m'a reçu. Il a lu la plainte à voix haute, m'a demandé si je confirmais chaque point, et j'ai dit oui, oui, oui. Quand on en est arrivé à la partie qui décrivait Julien par son nom complet, je n'ai pas tremblé. J'ai continué à regarder droit devant moi et j'ai dit oui avec la même voix que j'avais utilisée pour tout le reste. J'ai signé la plainte. Ça, je savais ce que c'était. C'est Maître Bernard qui a appelé Julien. Je lui ai demandé de le faire. Je ne voulais pas que ce soit moi. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que je savais que si j'étais au bout du fil, il allait essayer de me convaincre, il allait me supplier, il allait utiliser cette voix de fils qui s'est appuyée là où ça fait mal. Et je ne voulais pas lui laisser cette chance. Maître Bernard a appelé en fin d'après-midi. Bref, il a dit qu'il représentait Chantal Intel, qu'il y avait une procédure judiciaire ouverte contestant la procuration, que le transfert de la propriété était bloqué et qu'il y avait une plainte enregistrée à son nom, qu'il avait 5 jours ouvrables pour se présenter avec un avocat. Sinon, la prochaine communication se ferait par la voie judiciaire formelle. Je suis restée assise sur la chaise à côté pendant qu'il parlait. J'ai entendu le silence à l'autre bout de la ligne. Puis j'ai entendu la voix de Julien. On ne comprenait pas les mots, mais on comprenait le ton. D'abord confus, puis fort, puis très fort. Maître Bernard l'a laissé parler, a attendu une seconde et a dit « Vous voudrez parler à un avocat avant de continuer cette conversation ?» Et il a raccroché. Il s'est tourné vers moi et a dit « Il va vous appeler ce soir. » J'ai dit « Je sais. » Il a appelé à 8h30 du soir. J'ai répondu. Il a commencé à parler fort, en disant que c'était un mensonge, que j'avais signé ça en sachant ce que c'était, que j'étais manipulée par des étrangers, qu'il était mon fils et qu'il voulait seulement protéger le patrimoine de la famille. Je l'ai laissé tout dire. Quand il s'est arrêté, j'ai dit calmement « Julien, je ne vais pas discuter. La procédure est ouverte, la plainte est déposée, et ma maison reste à mon nom. Si tu veux discuter, parle à Maître Bernard. Bonne nuit. » Et j'ai raccroché. Il a rappelé 3 fois. Je n'ai pas répondu. Je suis allée dans la cuisine, j'ai réchauffé une soupe que j'avais préparée la veille, je me suis assise à la table et j'ai dîné seule, en silence, avec la télévision allumée doucement dans le coin. La même cuisine, la même table, la même maison, encore la mienne. La procédure a duré près de 8 mois. Ça n'a pas été rapide, ça n'a pas été simple, ça n'a pas été beau. Il y a eu des audiences, il y a eu des documents qui ont dû être refaits, il y a eu des jours où je sortais du cabinet de Maître Bernard avec un mal de crâne et ce sentiment que ça n'en finirait jamais. Mais j'y suis allée. À chaque fois qu'il m'a convoquée, j'y suis allée. Chaque papier qu'il a demandé, je l'ai apporté. Chaque signature nécessaire, je l'ai lue avant d'y apposer mon nom. J'ai appris à lire avant de signer. À 67 ans, j'ai appris ça.
La procuration a été annulée. Le juge a estimé qu'il y avait eu tromperie, que le document ne m'avait pas été expliqué avant la signature, et que la présence de mon fils au moment où j'ai signé caractérisait un conflit d'intérêts. L'enquête interne de l'étude notariale a confirmé que l'employé qui a procédé à l'authentification de la signature n'avait pas suivi la bonne procédure. Elle ne travaillait plus là, mais l'étude a assumé la responsabilité solidaire et a collaboré à tout ce qui a été demandé. Le transfert a été annulé définitivement. Ma maison est redevenue uniquement la mienne, comme elle l'a toujours été. La procédure pénale contre Julien a été ouverte. Escroquerie et falsification de documents. Il a engagé un avocat cher, de ceux avec un costume sombre et un porte-documents en cuir. Il a essayé d'argumenter que je lui avais donné une permission verbale, que j'étais confuse, que c'était une affaire de famille traitée par des étrangers qui ne comprenaient pas le contexte. Maître Bernard a répondu à chaque argument avec des dates, des documents et des signatures. À la fin, Julien a eu une peine avec sursis. Il n'est pas allé en prison. La loi a ses nuances qu'on n'aime pas, mais qu'il faut accepter. Mais il est resté avec son nom dans le dossier, avec la condamnation inscrite à son casier, avec l'obligation de payer les frais de justice et de rembourser les sommes que j'avais dépensées pour l'avocat et le notaire. Il a payé. Pas parce qu'il le voulait, parce qu'il y a été obligé. Céline a demandé la séparation 3 mois après que l'affaire a été rendue publique. Je n'étais pas heureuse de ça. Ce n'était pas ce que je voulais. Je n'ai jamais voulu la destruction de sa famille. Mais je n'en ai pas été la cause non plus. Celui qui en a été la cause, c'est lui, quand il a décidé que la maison de sa propre mère valait plus que tout. Hugo est resté avec Céline. Elle m'a appelé une fois, des mois plus tard, pour s'excuser. Pas pour les raisons que j'attendais, mais ça a été un appel difficile qu'elle n'était pas obligée de passer. Je l'ai remerciée et on en est resté là. De Julien, je n'ai rien reçu. Aucun appel, aucune lettre, aucun message. Pendant un temps, ça a fait mal. Avec le temps, c'est devenu juste un fait. On apprend à séparer la douleur de la réalité. La douleur finit par passer. La réalité reste. J'ai coupé les ponts. Pas par colère, pas avec des drames. J'ai simplement arrêté de répondre quand il appelait. J'ai arrêté de répondre aux messages sporadiques qui arrivaient les premiers mois. Quand il m'a fait passer un message par la belle-sœur de mon mari en disant qu'il voulait parler, j'ai fait dire qu'il n'y avait rien à dire. Il y a des gens qui pensent que couper les ponts avec un fils est la fin du monde, qu'une mère ne fait pas ça, qu'on doit pardonner, ouvrir la porte, essayer à nouveau. J'ai pardonné. Pardonner ne veut pas dire laisser revenir. Ma porte est fermée pour celui qui a essayé de me retirer le sol sous mes pieds. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la survie. Dans les premiers mois après que tout a été terminé, je suis restée très silencieuse. Je n'étais pas triste, je n'étais pas joyeuse, j'assimilais. On passe des mois en mode de guerre, avec chaque nerf à vif, à surveiller chaque détail, et quand c'est fini, le corps ne sait pas quoi faire du silence. J'ai laissé le silence s'installer. Je suis restée à la maison, j'ai beaucoup cousu, j'ai entretenu la cour, j'ai nettoyé chaque recoin qui accumulait des choses depuis trop longtemps. J'ai jeté ce qui ne servait plus. J'ai réorganisé ce qui est resté. Ça a presque été un nettoyage de l'intérieur vers l'extérieur. Madame Monique est devenue ma compagnie de tous les samedis. On passe l'après-midi ensemble, parfois ici, parfois chez elle. On boit du café, on discute, on regarde la télévision, on se plaint du prix des choses au marché, on rit de bêtises, des choses simples. J'avais oublié à quel point les choses simples nourrissent. J'ai recommencé à coudre sur commande, juste autant que je le veux, sans pression. J'ai 3 clientes régulières qui m'envoient le tissu et viennent chercher la pièce finie. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas la peine que ce soit beaucoup. Il y a une nouvelle voisine dans la rue, une femme d'une 40aine d'années qui élève ses 2 enfants seule, qui vient de temps en temps frapper à ma porte pour me demander un conseil ou juste parce qu'elle veut discuter. Je lui ouvre toujours. Je sais ce que c'est que d'avoir besoin de quelqu'un qui ne s'en va pas quand la situation devient moche. Hugo m'a envoyé un message le jour de mon anniversaire. C'est lui-même qui a tapé, m'a dit Céline plus tard. Il a 8 ans maintenant. Il a appris à se servir du téléphone de sa mère et il a envoyé un joyeux anniversaire mamie avec 3 émojis de gâteau. J'ai gardé ce message. Il est sur mon téléphone encore aujourd'hui.
Je ne sais pas comment sera l'avenir avec lui. Je ne sais pas si un jour il comprendra ce qui s'est passé, s'il voudra connaître l'histoire, s'il viendra ici quand il sera plus grand. Mais je serai là. Cette maison restera debout, avec mon nom sur l'acte de propriété. Parfois, je passe par la cuisine et je me souviens de ce jour à son anniversaire. Le tablier plié sur le plan de travail, la chaise décorative où je suis allée m'asseoir, les gens qui faisaient semblant de n'avoir rien entendu. Et je me souviens du téléphone qui a sonné au milieu de tout ça. J'ai l'impression que c'était dans une autre vie. Et d'une certaine façon, ça l'était. Je suis entrée dans cette fête en étant la mère qui encaissait tout. J'en suis sortie en étant autre chose. J'ai mis un peu de temps à comprendre ce qu'était cette autre chose, mais aujourd'hui je sais. Je suis une femme qui a traversé tout ça et qui est restée debout, sans avoir besoin d'applaudissements, sans avoir besoin de reconnaissance. Juste debout, dans ma maison, avec ma vie. C'est suffisant. À vrai dire, c'est tout. Si cette histoire vous a touché, dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Il se peut qu'il y ait quelqu'un près de vous qui traverse quelque chose de similaire et qui a besoin d'entendre qu'il est possible de s'en sortir. Restez avec moi dans les prochaines vidéos qui vont s'afficher à l'écran. Quelqu'un pourrait avoir besoin d'entendre ça aujourd'hui.